Didier Péclard, bonjour. Bonjour. L'enjeu de cette visite de João Lourenço, il est d'abord politique ou économique? Oh, il est un peu des deux, bien sûr, mais disons sur le plan politique, ce qui est très important pour João Lourenço, c'est de continuer à se profiler comme un acteur important sur la scène africaine. L'Angola, depuis longtemps, cherche à être comme ça, cette puissance du milieu de l'Afrique avec le Nigeria au nord et puis l'Afrique du Sud pour la partie australe. Et l'Angola, depuis la fin de la guerre en 2002, en fait, a fait beaucoup d'efforts pour se positionner comme un acteur important sur la scène africaine, ce qui sera encore renforcé cette année avec le fait que l'Angola prendra la présidence tournante de l'Union africaine. Alors justement, côté politique, João Lourenço a essuyé un échec le 15 décembre dernier avec le refus du Rwandais Paul Kagame de se rendre à la conférence tripartite qui était prévue à Luanda avec le Congolais Félix Tshisekedi. Est-ce que João Lourenço ne va pas finir par se lasser d'essayer de faire médiation entre le Congo et le Rwanda? C'est possible, effectivement, mais je crois qu'en même temps, c'est un enjeu très important pour l'Afrique et en tant que président de l'Union africaine, ce serait d'autant plus important d'arriver à obtenir un accord. Et en même temps, je pense que d'obtenir un succès, ce serait vraiment quelque chose qui lui donnerait une stature internationale importante et qui lui permettrait aussi de s'extraire des difficultés politiques et économiques à l'intérieur du pays. Donc je pense qu'il va continuer, c'est difficile bien sûr, mais je pense plutôt qu'il continuera. Est-ce que João Lourenço a un intérêt politique ou économique interne à l'Angola au fait qu'il y ait la paix entre le Congo et le Rwanda? Pas directement, je pense, mais l'instabilité à l'est de la RDC peut avoir des effets négatifs sur un des projets phares actuels, qui est le fameux corridor de Lobito, dont on a beaucoup entendu parler lors de la visite de Joe Biden récemment en Angola. Et là aussi, bien sûr que la stabilité est importante pour la poursuite de ce projet. La grâce présidentielle accordée il y a quelques jours par João Lourenço à José Filomeno dos Santos, l'un des fils de l'ex-président angolais qui avait été condamné à une lourde peine de prison pour corruption. Est-ce le signe que le pouvoir se consolide à Luanda? C'est peut-être le signe surtout que João Lourenço doit jongler avec des tensions au sein du MPLA. On le sait, dès le moment où il a pris le pouvoir en 2017, il a mené une campagne très agressive contre son prédécesseur et surtout contre la famille de son prédécesseur, et la condamnation de José Filomeno fait partie de cette stratégie. Maintenant, au milieu de son deuxième mandat, il a besoin aussi à la fois d'avoir de nouveaux soutiens au sein du MPLA, c'est ce qu'il est en train de créer une nouvelle clientèle au sein du MPLA, mais il ne peut pas non plus se mettre à dos tous les anciens apparatchiks du parti. Donc la grâce accordée à Zenou va probablement dans ce sens pour essayer de ménager un petit peu la chèvre et le chou à l'issue du congrès de décembre. Alors vous l'avez dit, Didier Péclard, le corridor de Lobito est un enjeu économique très important pour le président angolais, et Joe Biden, le président américain, l'a souligné lors de sa visite sur place le 2 décembre dernier. Est-ce à dire que l'Angola va s'éloigner de la Chine au profit d'une alliance avec les Occidentaux, comme les États-Unis et la France? Je crois que ça fait partie d'une stratégie de long terme en fait que des pays comme l'Angola poursuivent. Les régimes angolais sont passés maîtres dans l'art de jouer leurs alliances respectives les unes contre les autres. Et je crois que le cas du corridor de Lobito s'inscrit tout à fait dans cette stratégie-là, c'est-à-dire que c'est d'abord un chemin de fer qui a été construit à l'époque coloniale, qui reliait l'intérieur de l'Angola au port de Lobito. Ce chemin de fer avait été complètement détruit et délaissé pendant les années de guerre civile. Il a été reconstruit grâce à des capitaux chinois et des entreprises chinoises dans les années 2000. Ces investissements chinois faisaient partie d'une stratégie très importante en fait d'ouverture de l'Angola vers la Chine à partir de la fin de la guerre civile. Et à la surprise de tout le monde, au moment où le gouvernement angolais a octroyé la concession pour l'exploitation de cette ligne pendant 30 ans, ce n'est pas un consortium chinois qui a remporté la mise, mais un consortium plutôt occidental. C'est un bon exemple, je crois, de la façon qu'a le régime angolais de s'allier alternativement ou de pencher alternativement plutôt du côté occidental, plutôt du côté chinois, pour maintenir la pression sur ces différents alliés. Donc si les États-Unis et l'Europe veulent faire de l'Angola un rempart contre l'influence de la Chine, ils se bercent d'illusions? Oui, je crois, et l'Angola reste le principal partenaire économique et financier de la Chine en Afrique subsaharienne. Il n'y a pas de raison de penser que ça va changer complètement. Simplement, cette idée qu'on a pu avoir que l'Angola ou le gouvernement
gouvernement angolais se livrait pieds et poings liés à la Chine est fausse. Alors, mais ça exprime aussi le fait que l'Angola est très dépendant, évidemment, économiquement, des investissements extérieurs. Je pense que c'est aussi une des raisons derrière la visite de João Lourenço en France, c'est que l'Angola a besoin d'investisseurs. La situation économique est mauvaise dans le pays. Donc, même s'il y a cette capacité de jouer ses alliés les uns contre les autres, on reste sur une corde raide et c'est une situation qui est très tendue pour l'Angola. L'Angola qui a besoin notamment d'investissements occidentaux pour développer son agriculture, pour diversifier son économie. Effectivement, la diversification de l'économie angolaise, c'est l'arlésienne depuis maintenant plus d'un quart de siècle. On sait que le pays est un des pays les plus dépendants du pétrole, mais depuis plusieurs décennies, les gouvernements successifs avancent des promesses importantes de diversification de l'économie. Un fonds souverain a été créé aussi dans les années 2000 pour soutenir cette diversification. Et c'est d'ailleurs Zenu, un des fils de José Eduardo Santos, qui vient d'être gracié, qui avait eu la présidence de ce fonds souverain et qui avait détourné des sommes colossales à l'intérieur de ce fonds souverain. Mais malgré toutes ces promesses, en fait, cette réelle diversification se fait attendre, que ce soit dans l'agriculture ou la transformation des ressources naturelles sur place. Par exemple, la proportion du pétrole angolais qui est raffiné sur place est ridicule par rapport à la consommation. Donc tout conforte en fait cette idée que ce qui compte, c'est d'extraire les ressources sur place, de les valoriser à l'extérieur, de les réimporter sous forme de produits dérivés ou de produits transformés. Donc il y a vraiment une volonté exprimée régulièrement de diversification, mais les résultats pour l'instant sont très très maigres. À l'heure où l'Afrique de l'Est est dominée par la présence chinoise, à l'heure où l'Afrique de l'Ouest est de plus en plus sous l'influence de la Russie, est-ce que l'Angola n'est pas l'une des dernières portes d'entrée en Afrique pour les Occidentaux ? C'est possible, effectivement, et je pense que João Lourenço a tout à fait saisi cela et va jouer cette carte, mais tout en sachant bien que son propre intérêt ou l'intérêt du gouvernement angolais n'est pas de se mettre à dos ses partenaires chinois, bien au contraire, il s'agit de continuer à avoir une bonne relation. D'ailleurs, la dette envers la Chine est colossale, donc ne serait-ce que pour cela, il est important aussi que les canaux de communication et que l'entente avec la Chine continuent à être bonnes. Lors de sa visite en Angola le mois dernier, le président américain Joe Biden a annoncé 600 millions de dollars supplémentaires pour construire le corridor de Lobito. Est-ce que Donald Trump va poursuivre la même politique ? Il y a de fortes chances que ce soit le cas, effectivement, parce que c'est un lieu important de la concurrence globale entre la Chine et les États-Unis, parce qu'il y a un enjeu très important autour du rôle du cuivre dans la transition écologique, que le corridor de Lobito a été conçu justement pour permettre l'acheminement notamment du cuivre, du cobalt, des terres rares de l'est de la RDC et de la Zambie vers le port de Lobito qui est sur la côte atlantique, donc proche des États-Unis. Donc il y a fort à parier que cet investissement continuera effectivement et qu'en même temps la compétition continuera également. Donc Elon Musk a besoin du corridor de Lobito pour développer ses voitures électriques. On peut dire ça comme ça effectivement et Elon Musk est aussi en train d'augmenter sa présence sur le continent africain comme vous le savez certainement grâce à Starlink et la mise en service de liens internet qui sont très importants pour le continent africain. Donc je pense que là aussi il y a des intérêts importants. Et vu d'Angola, quelle est la place de la France dans ce multi-partenariat où semble dominer la Chine et les États-Unis ? En Angola, la France est surtout connue, bien sûr, pour les investissements de ses entreprises dans le secteur pétrolier, Elf à l'époque, Total maintenant. Même si les investissements se sont probablement diversifiés récemment, ça reste dominé par le pétrole. L'économie angolaise n'est peut-être pas si florissante que beaucoup le disent, non ? Et de ce point de vue, en quoi la France peut-elle être utile à João Lourenço ? Alors tout d'abord, la situation économique en Angola, effectivement, est très mauvaise, en fait. Depuis une dizaine d'années maintenant, pratiquement, avec la chute des cours du pétrole en 2014. L'économie a subi vraiment connu une période de récession en Angola. Les choses se sont un peu améliorées avec la remontée des prix du pétrole à partir de 2022, mais l'inflation reste très forte. Les taux de chômage sont très très élevés et il faut ajouter à ça aussi une situation de sécheresse très importante dans le sud du pays qui fait qu'on a des millions de personnes qui sont en situation d'insécurité
alimentaire dans tout le pays. Donc il y a une forte pression sur le gouvernement angolais pour que la situation économique s'améliore. Il y a eu des manifestations importantes en décembre aussi, appelées par l'opposition pour protester contre la vie chère. Donc là, vraiment, le gouvernement et en particulier João Lourenço sont sous forte pression. Dans ce cadre-là, les discussions qui auront lieu avec des patrons d'entreprises en France devraient permettre à João Lourenço de rentrer avec des promesses d'investissement importants, notamment en faveur d'une diversification de l'économie qui est appelée aussi par de très nombreux acteurs à l'intérieur de l'Angola, afin d'augmenter les emplois, afin d'augmenter aussi les possibilités de travail sur place et de lutter en fait contre la vie chère qui dépend aussi, parce que l'Angola est très dépendante en fait de l'importation. Une très grande majorité des produits consommés en Angola sont importés et donc accentuent encore les risques d'inflation, bien sûr. Didier Péclard, merci.